Saviez-vous que plus de 78% de l'air que nous respirons est composé d'un élément qui, à lui seul, est inutile à la vie sur Terre telle que nous la connaissons? Cet élément omniprésent, l'azote, flotte autour de nous sous une forme que les êtres vivants ne peuvent pas utiliser directement. Cependant, sa transformation est l'étincelle invisible qui allume la vie, la base de chaque cellule, de chaque feuille verte, de chaque muscle et de chaque pensée. C'est un cycle perpétuel, silencieux, mais absolument indispensable, qui relie l'atmosphère, la Terre et les océans dans une danse chimique millénaire. Des majestueuses séquoias qui s'élèvent vers le ciel jusqu'au plancton microscopique qui soutient la chaîne alimentaire marine, chaque organisme vivant dépend fondamentalement de l'azote. C'est le composant structural clé des protéines, ces macromolécules essentielles qui construisent nos corps, des cheveux aux enzymes digestives. C'est aussi un ingrédient irremplaçable dans les acides nucléiques, l'acide désoxyribonucléique et l'acide ribonucléique, qui portent l'information génétique qui nous définit. Pensez à l'adénosine triphosphate, la molécule qui est la monnaie énergétique universelle des cellules. Sa structure est riche en azote. Même la chlorophylle, ce pigment vert qui permet aux plantes de capturer l'énergie du soleil et de transformer la lumière en vie, contient de l'azote en son cœur. Sans lui, la photosynthèse, pilier de toute la vie végétale et par conséquent de presque toute la vie sur la planète, ne serait tout simplement pas possible. Mais s'il est si abondant dans l'atmosphère, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement le respirer et l'utiliser? La réponse réside dans sa nature chimique. L'azote atmosphérique ou azote diatomique se présente sous la forme de deux atomes d'azote liés par une triple liaison, extraordinairement forte et stable. Rompre cette liaison nécessite une énorme quantité d'énergie, une barrière infranchissable pour la plupart des organismes. C'est pourquoi l'azote doit être fixé, c'est-à-dire converti de sa forme gazeuse inerte en composés réactifs et utilisables, tels que l'ammoniac ou les nitrates. C'est ici que commence l'étonnante histoire du cycle de l'azote, une série de transformations qui sont le moteur caché de la biosphère. La fixation de l'azote est la première étape et peut-être la plus critique de tout le cycle. Il existe plusieurs façons dont cela se produit. La plus impressionnante et primordiale est la fixation biologique de l'azote, un processus réalisé par des micro-organismes spécialisés. Ces minuscules architectes de la vie sont capables de rompre cette robuste triple liaison et de convertir l'azote atmosphérique en ammoniac. Un exemple fascinant sont les bactéries du genre Rhizobium, qui vivent en relation symbiotique avec les légumineuses, des plantes comme les haricots, les pois, les lentilles, le soja, le trèfle et la luzerne. Ces bactéries forment des nodules sur les racines des plantes, où un environnement anaérobie et des sucres leur sont fournis en échange de la précieuse fixation de l'azote. La plante, à son tour, utilise cet ammoniac pour construire ses propres protéines et acides nucléiques, en devenant forte et nourrie et en enrichissant le sol pour de futures cultures. Mais les rhizobiums ne sont pas les seuls. Il existe aussi des bactéries fixatrices d'azote à vie libre dans le sol, comme les azotobactères et les clostridiums, qui accomplissent cette tâche sans nécessiter de relations symbiotiques. De même, certaines cyanobactéries, parfois appelées algues bleu-vertes, ont la capacité de fixer l'azote, étant fondamentales dans les environnements aquatiques et les sols humides, contribuant significativement à la fertilité d'écosystèmes tels que les rizières. Grâce au travail acharné de ces micro-organismes, une quantité colossale d'azote est incorporée annuellement de l'atmosphère aux écosystèmes terrestres et aquatiques. On estime que la fixation biologique d'azote apporte entre 100 et 200 millions de tonnes métriques d'azote chaque année à la biosphère, un chiffre qui démontre l'ampleur de son impact sur la productivité mondiale. En plus de la fixation biologique, il existe la fixation atmosphérique de l'azote. Celle-ci se produit de manière spectaculaire lors des orages. L'énergie massive libérée par un éclair est suffisante pour briser la triple liaison de l'azote diatomique et le faire réagir avec l'oxygène et l'eau dans l'atmosphère, formant des oxydes d'azote. Ces oxydes se dissolvent dans l'eau de pluie et retombent sur Terre sous forme de nitrate ou d'ammoniac, fertilisant naturellement le sol.
Bien que sa contribution soit bien moindre que celle de la fixation biologique, apportant approximativement entre 5 et 10 millions de tonnes métriques annuellement, c'est un rappel de la manière dont la nature, avec son pouvoir immense, facilite également ce processus vital. Le troisième type de fixation d'azote est la fixation industrielle, et c'est celle qui a radicalement transformé l'histoire de l'humanité au cours du dernier siècle. Nous parlons du procédé Haber-Bosch, développé au début du XXe siècle par les chimistes Fritz Haber et Carl Bosch. Cette méthode ingénieuse permet de synthétiser de l'ammoniac à partir d'azote atmosphérique et d'hydrogène gazeux sous des conditions de haute pression entre 150 et 250 atmosphères et de haute température entre 400 et 500 degrés Celsius en utilisant un catalyseur. L'invention de ce procédé a marqué un avant et un après pour l'agriculture mondiale. Avant Haber-Bosch, l'humanité dépendait de sources naturelles d'azote, comme le guano, les excréments d'oiseaux marins ou les gisements de nitrate de sodium, tels que les vastes gisements dans le désert d'Atacama au Chili, qui furent même la cause de guerres, comme la guerre du Pacifique au XIXe siècle. Ces sources étaient limitées et ne pouvaient pas satisfaire la demande croissante d'une population mondiale en expansion. L'ammoniac produit par le procédé Haber-Bosch est l'ingrédient principal dans la fabrication des engrais synthétiques. Grâce à lui, la production alimentaire a explosé, permettant de nourrir des milliards de personnes supplémentaires. On estime qu'environ la moitié de la population mondiale actuelle a été nourrie grâce à l'azote fixé par le procédé Haber-Bosch. C'est une immense réussite technologique, mais non sans conséquences, car c'est un processus extrêmement gourmand d'énergie, consommant entre 1 et 2% de l'énergie mondiale chaque année. De plus, son sous-produit, l'ammoniac, est la base d'autres composés azotés utilisés dans l'industrie chimique et dans la fabrication d'explosifs. Une fois que l'azote a été fixé et converti en ammoniac ou en ammonium dans le sol, il entre dans la phase cruciale suivante du cycle, la nitrification. La nitrification est le processus par lequel l'ammoniac ou l'ammonium sont convertis en nitrite puis en nitrate, forme d'azote beaucoup plus facilement assimilable par les plantes. Ce processus en 2 étapes est réalisé par différents groupes de bactéries chimio-autotrophes qui tirent leur énergie des réactions chimiques impliquées. Dans la première étape, les bactéries nitrifiantes du genre Nitrosomonas, entre autres, oxydent l'ammoniac ou l'ammonium en nitrite, c'est-à-dire qu'elles prennent l'ammoniac, qui a la formule chimique de l'azote avec 3 atomes d'hydrogène, ou l'ion ammonium, qui est un atome d'azote avec 4 atomes d'hydrogène et une charge positive, et le transforment en ion nitrite, un atome d'azote lié à 2 atomes d'oxygène avec une charge négative. Cette réaction libère une petite quantité d'énergie que ces bactéries utilisent pour leur croissance et leur métabolisme. Imaginez ces micro-organismes comme de minuscules usines, traitant l'azote et le laissant sous une forme plus accessible pour l'étape suivante. Immédiatement après, dans la deuxième étape de la nitrification, d'autres bactéries, principalement du genre Nitrobacter, prennent les nitrites et les oxydent rapidement en nitrate. L'ion nitrite se convertit alors en ion nitrate, un atome d'azote lié à 3 atomes d'oxygène, également avec une charge négative. Cet ion nitrate est la forme d'azote préférée par la plupart des plantes pour leur absorption par leurs racines. La nitrification est une étape vitale car l'ammoniac et l'ammonium, bien qu'utilisables, peuvent être toxiques à forte concentration pour certaines plantes et ont tendance à se lier fortement aux particules du sol, les rendant moins mobiles et disponibles. Les nitrates, étant plus solubles et mobiles, se déplacent facilement dans l'eau du sol, atteignant les racines des plantes. Une fois que l'azote est sous forme de nitrate ou, dans une moindre mesure, d'ammonium, les plantes peuvent effectuer l'assimilation. C'est le processus par lequel les plantes absorbent activement les nitrates ou l'ammonium dissous dans l'eau du sol par leurs racines. Une fois à l'intérieur de la plante, ces composés azotés inorganiques sont transformés en formes organiques. C'est-à-dire que les plantes les utilisent pour synthétiser leurs propres protéines, acides aminés, acides désoxyribonucléiques, acides ribonucléiques, chlorophylle et d'autres biomolécules essentielles à leur croissance et à leur développement. C'est le point où l'azote, provenant du sol, s'intègre pleinement dans la matière vivante. Imaginez comment une petite graine, en absorbant cet azote, se transforme en une plante vigoureuse, une tige forte, des feuilles vertes et des fruits pleins de vie. Et l'assimilation ne s'arrête pas là. Les animaux, y compris l'être humain, obtiennent leur azote en consommant ces plantes ou en mangeant d'autres animaux qui, à leur tour, se sont nourris de plantes. Chaque bouchée de légumes, chaque portion de viande nous fournit les protéines et les acides nucléiques nécessaires pour construire et réparer nos tissus, pour produire des enzymes et des hormones et pour accomplir toutes les fonctions vitales.
Ainsi, l'azote circule à travers les chaînes alimentaires, montant des producteurs primaires, les plantes, aux consommateurs, créant un réseau interconnecté de vie qui dépend de cet élément fondamental. Ainsi, l'azote circule à travers les chaînes alimentaires, montant des producteurs primaires, les plantes, aux consommateurs, créant un réseau interconnecté de vie qui dépend de cet élément fondamental. Avec le temps, les organismes vivants meurent et leur corps, ainsi que les déchets organiques des animaux, tels que l'urine et les fesses, contiennent une quantité considérable d'azote sous forme organique. C'est là qu'intervient l'ammonification, un processus vital pour recycler l'azote et le restituer au sol. L'ammonification est réalisée par une vaste et diverse communauté de décomposeurs, principalement des bactéries et des champignons présents dans le sol et l'eau. Ces micro-organismes décomposent la matière organique complexe, comme les protéines et les acides nucléiques, libérant de l'ammoniac ou de l'ion ammonium dans l'environnement. C'est un processus de minéralisation, où l'azote organique est converti en une forme inorganique qui peut être réutilisée par les plantes. Imaginez une forêt en automne, avec un tapis de feuilles mortes. Les champignons et les bactéries travaillent sans relâche, désintégrant ces feuilles, recyclant les nutriments, y compris l'azote, dans le sol. Cet ammoniac ou ammonium libéré est alors disponible pour le processus de nitrification ou peut être directement absorbé par certaines plantes, bouclant ainsi un cycle interne. L'ammonification garantit que l'azote ne reste pas piégé dans les organismes morts, mais qu'il est constamment disponible pour de nouvelles générations de vie. Enfin, pour boucler le cycle, l'azote doit retourner à l'atmosphère. Ce processus est connu sous le nom de dénitrification. La dénitrification est la transformation des nitrates en azote diatomique gazeux, complétant le circuit et restituant l'azote à sa vaste réserve atmosphérique. Ce processus est réalisé par un groupe différent de bactéries dénitrifiantes telles que les espèces de Pseudomonas et Bacillus qui prospèrent dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire dans des environnements avec peu ou pas d'oxygène. Ces bactéries utilisent les nitrates comme accepteur final d'électrons dans leur respiration cellulaire en l'absence d'oxygène, dans un processus similaire à la façon dont les animaux utilisent l'oxygène. Au fur et à mesure qu'elles respirent les nitrates, elles les réduisent progressivement en nitrite, puis en oxyde nitrique, ensuite en oxyde nitreux et finalement en azote diatomique gazeux, le même qui constitue 78% de notre atmosphère. La dénitrification se produit couramment dans les sols gorgés d'eau, les marais, les zones humides, les sédiments des lacs et des océans et dans d'autres zones où l'oxygène est rare. Bien que la dénitrification soit essentielle pour boucler le cycle et maintenir l'équilibre atmosphérique, d'un point de vue agricole, elle peut être considérée comme une perte d'azote utile pour les cultures. Lorsque les champs agricoles sont inondés ou ont un drainage déficient, les conditions anaérobies favorisent la dénitrification, réduisant la disponibilité de l'azote pour les plantes. C'est un équilibre délicat entre le maintien du cycle naturel et l'optimisation de la productivité agricole. Comprendre le cycle de l'azote n'est pas seulement un exercice académique. Il est vital de comprendre comment nos actions impactent la planète. Les êtres humains ont considérablement altéré ce cycle au cours des dernières décennies avec des conséquences significatives pour l'environnement et la santé humaine. L'intervention la plus importante, comme nous l'avons déjà mentionné, a été l'invention et l'utilisation à grande échelle du processus Haber-Bosch pour la production d'engrais synthétiques. L'application massive de ces engrais azotés dans l'agriculture moderne a stimulé la production alimentaire comme jamais auparavant, permettant de nourrir une population mondiale de plus de 8 milliards d'habitants. Cependant, le revers de cette révolution verte est qu'une partie significative de l'azote appliqué dans les champs n'est pas absorbé par les plantes. Cet excès d'azote peut être lessivé, c'est-à-dire s'infiltrer à travers le sol pour atteindre les eaux souterraines ou ruisseler à la surface vers les rivières, les lacs et les océans. L'arrivée de cet excès d'azote dans les masses douces et salées provoque un phénomène connu sous le nom d'eutrophisation. L'azote agit comme un nutriment excessif, stimulant la croissance explosive des algues et des cyanobactéries, ce que l'on appelle des proliférations algales ou blooms algaux. Ces floraisons massives couvrent la surface de l'eau, bloquant la lumière du soleil nécessaire aux plantes aquatiques immergées. Lorsque ces algues meurent, elles coulent et sont décomposées par des bactéries. Le processus de décomposition bactérienne consomme de grandes quantités d'oxygène dissous dans l'eau, créant des zones mortes ou anoxiques où la vie aquatique, comme les poissons et les crustacés, ne peut pas survivre.
Les exemples de cette dévastation sont malheureusement nombreux. La zone morte dans le golfe du Mexique, au large de l'embouchure du fleuve Mississippi, est l'une des plus grandes du monde, atteignant chaque été une taille pouvant dépasser les 22 000 km², une superficie équivalente à l'État du New Jersey aux États-Unis. Cette zone anoxique est alimentée par le ruissellement des engrais et des déchets de plus de 40% de la masse terrestre des États-Unis, qui se drainent via le fleuve Mississippi. D'autres exemples incluent la mer Baltique, qui souffre d'une eutrophisation sévère due à l'apport d'azote des pays riverains, et de nombreux lacs et rivières. Rivières dans le monde entier. Un autre impact humain significatif provient de la combustion de combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, dans les véhicules, les centrales électriques et les usines. Ce processus libère des oxydes d'azote dans l'atmosphère. Ces oxydes d'azote réagissent avec d'autres composés dans l'air pour former de l'ozone troposphérique, le principal composant du smog, une forme de pollution atmosphérique qui affecte la santé respiratoire humaine, causant l'asthme et d'autres maladies pulmonaires et endommageant la végétation. De plus, les oxydes d'azote émis par la combustion contribuent à la formation des pluies acides. Lorsque ces oxydes réagissent avec l'eau, l'oxygène et d'autres produits chimiques dans l'atmosphère, ils forment de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique qui retombent sur Terre sous forme de pluie, de neige ou de brouillard acide. Les pluies acides endommagent les forêts, acidifient les lacs et les rivières, affectant gravement la vie aquatique, et corrodent les bâtiments et les infrastructures. De plus, les oxydes d'azote émis par la combustion contribuent à la formation des pluies acides. Lorsque ces oxydes réagissent avec l'eau, l'oxygène et d'autres produits chimiques dans l'atmosphère, ils forment de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique, qui retombent sur Terre sous forme de pluie, de neige ou de brouillard acide. Les pluies acides endommagent les forêts, acidifient les lacs et les rivières, affectant gravement la vie aquatique, et corrodent les bâtiments et les infrastructures. Des régions entières, comme certaines parties du nord-est des États-Unis, l'Europe centrale et l'Asie de l'Est, ont sévèrement souffert des effets des pluies acides. Et nous ne pouvons pas oublier l'oxyde nitreux, l'un des gaz à effet de serre les plus puissants. Ce gaz, également un produit du cycle de l'azote, est libéré dans l'atmosphère principalement par des pratiques agricoles telles que la dénitrification dans les sols fertilisés et la gestion du fumier. Bien qu'il soit présent en concentration moindre que le dioxyde de carbone, son potentiel de réchauffement climatique est alarmant. Il est environ 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. Et il contribue également à la destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui nous protège du rayonnement ultraviolet nocif du Soleil. L'altération humaine du cycle de l'azote est un défi environnemental mondial qui exige une action concertée. Heureusement, il existe des solutions et des pratiques durables que nous pouvons mettre en œuvre pour atténuer ces impacts et restaurer un équilibre plus sain dans le cycle de l'azote. Dans l'agriculture, l'un des domaines les plus impactés, il est essentiel d'adopter des pratiques de gestion des nutriments plus efficaces. Cela inclut l'agriculture de précision, où les engrais sont appliqués en quantité et au moment exact nécessaire aux cultures, minimisant ainsi l'excès. L'utilisation de cultures de couverture, comme le trèfle ou la vesse, pendant les périodes entre les récoltes, aide à absorber l'azote résiduel du sol, prévenant sa lixiviation et enrichissant organiquement le sol lorsqu'elles sont incorporées. La rotation des cultures, notamment en incluant des légumineuses, tire parti de la fixation biologique de l'azote, réduisant ainsi le besoin d'engrais synthétiques. L'amélioration de la gestion du fumier animal est également cruciale. Les systèmes de stockage et d'application du fumier qui minimisent les émissions d'ammoniac et d'oxyde nitreux, ainsi que le traitement des eaux usées qui éliminent l'azote avant leur rejet, sont des étapes essentielles pour protéger nos plans d'eau. L'investissement dans des technologies avancées de traitement des eaux usées, incluant des processus de nitrification et de dénitrification contrôlés, peut réduire significativement la charge d'azote dans les effluents. Dans le domaine industriel et des transports, la réduction de la combustion des combustibles fossiles par l'adoption des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, et l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules et des usines diminuera drastiquement les émissions d'oxyde d'azote. Les convertisseurs catalytiques dans les automobiles et les technologies de contrôle des émissions dans les usines industrielles sont des outils précieux déjà en usage qui doivent être améliorés et largement mis en œuvre. La restauration des zones humides est une autre stratégie puissante. Les zones humides sont des écosystèmes naturels qui agissent comme des reins du paysage, filtrant l'excès d'azote des ruissellements agricoles et urbains grâce à des processus de dénitrification naturelle qui se produisent dans leur sol gorgé d'eau et riche en matière organique.
Leur conservation et leur restauration sont essentielles pour amortir l'impact de l'azote sur nos rivières et océans. L'éducation et la sensibilisation du public sont tout aussi importantes. Comprendre comment l'azote nous relie à la vie sur Terre et comment nos actions affectent son cycle est le premier pas vers un changement significatif. Du choix d'aliments cultivés de manière durable au soutien de politiques favorisant l'agriculture régénératrice et l'énergie propre, chaque décision compte. Le cycle de l'azote est une merveille invisible, un orchestre de processus biologiques et chimiques qui orchestrent la vie elle-même. Des bactéries microscopiques qui fixent l'azote de l'air aux plantes imposantes qui l'assimilent pour croître et des organismes qui le décomposent à ceux qui le retournent à l'atmosphère, chaque étape est une pièce vitale de ce puzzle de l'existence. C'est un rappel de la profonde interconnexion de tous les systèmes vivants sur notre planète. Nous vous invitons à continuer d'explorer les mystères de notre monde. Si cette histoire vous a paru aussi fascinante qu'à nous, donnez-nous un j'aime, abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi à comprendre les secrets de la vie. Votre soutien nous pousse à continuer de déterrer les merveilles qui nous entourent. Laissez un commentaire, dites-nous quel autre cycle ou processus naturel vous aimeriez que nous explorions en profondeur. Rendez-vous à la prochaine expédition au savoir.